Rejoignez dès à présent la grande famille des abonnés de votre chaîne Sika TV sur les réseaux sociaux. Sika TV, le vrai visage de l'actualité en Afrique, est en direct et en replay sur YouTube. Abonnez-vous et cliquez sur la cloche de notification pour ne rien rater. Nous sommes également présents sur Facebook et sur Twitter. Ok. Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue sur Entretien du jour. Après le Mali et la tentative d'échouer au Niger, la Guinée-Conakry, un autre pays ouest-africain, est passé sous le contrôle des militaires depuis le 5 septembre dernier. Une mort subite pour le troisième mandat que Alpha Condé s'était donné les moyens d'obtenir malgré toutes les oppositions et les voix critiques. C'est pour le cas Mali. Les putschistes disent avoir parachevé les contestations des Maliens qui s'enflaient jour après jour, réclamant le départ d'Ibeka. En Guinée-Conakry, rien, ou apparemment, ne présageait que ce dimanche matin-là, Alpha Condé allait être renversé. Toujours est-il que Mamadi Doumbouya et ses hommes disent avoir agi pour mettre fin à la souffrance des populations. Faut-il croire, mesdames et messieurs, au refrain des putschistes? Faut-il prendre leur incursion dans l'arène politique comme des actes isolés ou des conséquences de crises sociopolitiques mal gérées par les présidents renversés? Julien Oussou est le coordonnateur régional du réseau ouest-africain pour l'édification de la paix, en sigle WANEP, en anglais bien sûr. Il est un expert aussi des élections, des questions d'élections, de paix et de sécurité. Bonjour, monsieur Oussou. Bonjour, chers amis journalistes. Bonjour, téléspectateurs de Sika TV. Merci d'avoir répondu à notre appel depuis le Ghana, c'est ça? Oui, honoré de l'invitation. Au Mali, comme en Guinée-Conakry, M. Oussou, les putschistes disent avoir opéré pour mettre fin à la souffrance des populations. Pour vous qui êtes de la société civile, y avait-il réellement des signaux qui témoignent de la sourde oreille des dirigeants renversés aux alertes venant de ces populations-là? Merci beaucoup et merci pour la question. Disons que c'est quelque chose du genre, au-delà des alertes, il y avait vraiment une crise dans ces différents pays, une crise à laquelle réagissaient différemment, disons, les autorités qui devraient les gérer. Prenons cas par cas. Vous voyez, si on ne veut même pas s'embarrasser des dates, on peut bien se rendre compte que pour le cas du Mali, la situation était au plan sécuritaire difficile et les forces de sécurité avaient beaucoup de mal à être au front face à l'extrémisme violent. Et de l'autre côté, il y avait beaucoup de faits et de critiques de malgouvernance, bouclées à de la corruption, où il était même avéré que les fonds ou les ressources devraient servir aux forces de sécurité pour faire, disons, être au front et pouvoir mettre en déroute les extrémistes. Il y avait des faits de corruption autour de ces fonds. Bref, tout ça a été après engrangé autour d'un mouvement qui grossissait dans le pays, un mouvement où le leader, l'imam Diko, et qui revenait et exigeait la démission du président en exercice, alors que son mandat, il avait obtenu, et c'était même pas un troisième mandat, il ne souffrait d'aucune. Il faut même se rappeler que c'était une crise au point où la communauté économique des États de l'Afrique de la CEDEAO avait déployé à plusieurs reprises des missions sur le terrain pour aider à ce que le mouvement puisse se calmer, aider à ce qu'il puisse avoir, disons, du dialogue autour. Et puis, dans ce contexte, est intervenu le coup. Si vous regardez un peu du côté de la Guinée, vous allez vous rendre compte que, disons que les choses ont démarré début octobre ou même avant, début 2020, je veux dire, même avant 2020, autour de la question du troisième mandat, autour de la question du référendum, de la question des législatives qui ont été rapidement couplées au référendum. Et donc, tout ça a débouché sur les élections de mars 2020,
beaucoup de violence, beaucoup de morts. Les élections présidentielles, beaucoup de violence le jour du scrutin, même après le scrutin, et beaucoup, disons, d'arrestations. Et puis, un silence plat parce que l'opposition a été totalement réduite à sa portion la plus congrue, mais on savait qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Disons que quand on regarde les deux, c'était des contextes de crise et de crise profonde qui impliquaient aussi bien les acteurs de la sécurité, aussi bien les acteurs politiques, aussi bien les citoyens à travers des manifestations dans les rues. Comme pour dire et comme pour retenir que les forces de sécurité sont quelque part aussi des stratèges qui savent profiter des situations de crise quand elles se rendent compte que c'est le bon moment pour que personne ne nous condamne fermement pour avoir fait un coup. J'allais vous demander, le péché de Alpha Condé a-t-il été, son péché de trop, a-t-il été ce troisième mandat? Je pense qu'on peut répondre oui, ça risque de se tromper, juste parce qu'il faut juste observer 2 ou 3 faits. Regardez les positions ou les positions des citoyens dans le pays quand le coup est intervenu. Lui-même, en tant que président déchu, la voiture dans laquelle il était et dans laquelle les putschistes l'amenaient, là où ils l'ont amené, les citoyens étaient en train de montrer comme de la joie. Regardez les acteurs politiques dans le pays, l'opposition, même le parti qui est son parti, le parti au pouvoir, le RPG, dans leur déclaration, il n'y a pas comme tout ce que tout le monde attendait qu'ils exigent qu'on remette ou qu'on restitue le pouvoir à leur président. Ça n'a pas été le cas. Ils ont pris acte du putsch et ils se sont engagés dans d'autres choses sans exiger le retour, disons, de leur leader à la tête de l'État. La communauté régionale ou internationale, personne n'a exigé le retour du pouvoir à Alpha, comme on l'a fait dans le cas du Mali. Dans le cas du Mali, il y a eu quelques appels à remettre le pouvoir. Et c'est le président même qui, à un moment donné, a décliné, disons, cette exigence. Cela qu'on demandait pour son compte. Pour dire que, quelque part, si c'est ainsi, il faut aller voir le moyen par lequel ce pouvoir-là est acquis. Et donc, le troisième mandat, comment il a acquis? Comme si la manière dont le pouvoir, le troisième mandat a été acquis, a été une manière qui a comme rendu illégitime, disons, ce pouvoir, au point où tout le monde regarde le coup d'État qui est arrivé comme une manière qui vient interrompre un pouvoir illégitimement ou illégitime, même si il a utilisé les procédures prévues et la loi pour se l'octroyer. Donc, c'est venu de là, qu'on le veuille ou non, le troisième mandat en est pour beaucoup. Et vous l'aviez dit tout à l'heure, les militaires semblent plus stratèges, profiter d'un climat qui leur est favorable pour opérer. Y a-t-il un risque, M. Oussou, que ces exemples-là fassent école dans d'autres pays africains où des présidents estimeraient que leur mandat constitutionnel est une immunité contre les crises sociopolitiques qui couvrent? Je pense que de mon analyse, il y a des inquiétudes à se faire. Déjà, on peut tirer une leçon dans chacun des cas, le cas du Mali, le cas de la Guinée. Et pour justifier après ce que j'appelle les risques que nous pouvons voir. Du Mali, on peut se rendre compte de ce que, en tant que pouvoir obtenu même de façon légale et qui ne souffre d'aucune contestation, parce que le cas du Mali, ce n'était pas un cas de troisième mandat, si la manière d'organiser les élections n'est pas la plus transparente et la plus inclusive, si la manière de gouverner n'est pas la plus clean et la plus transparente, si la manière de gérer les citoyens, les frustrations des citoyens, les revendications des citoyens, les critiques des citoyens n'est pas la plus diplomatique et la plus humaine possible, même un mandat normalement obtenu peut être suspendu par un coup d'État. Et quand on va au niveau, disons, de la Guinée, on peut tirer la leçon que même si l'on utilise les moyens les plus légaux, parce que chaque constitution prévoit comment la réviser, et on a les forces publiques qui ont le droit d'intervenir quand il y a un certain nombre de dérapages dans le pays, même quand on utilise les moyens les plus légaux pour obtenir
un pouvoir et qu'il ait un pouvoir perçu comme illégitime par les acteurs politiques, par les citoyens, par la communauté régionale ou internationale, bref, par les analyses qui circulent autour de ce pouvoir, il y a de fortes chances qu'il soit interrompu ou qu'il soit, disons, retiré de par un putsch. Mais pourquoi il faut s'inquiéter? Parce que il fut un temps, nos armées, nos forces de sécurité et de défense ont été laissées comme sans formation, sans moyens, ce qui a fait que quand les actes d'extrémisme, les attaques ont commencé, elles ont commencé sur des forces de sécurité pas formées, désarmées, pas organisées. Et donc, en réaction, disons, à ce défi sécuritaire dans la région, on a commencé par former davantage les forces de sécurité, équiper davantage les forces de sécurité, créer davantage des unités spéciales pour faire face à ces défis sécuritaires. Et donc, à la quête de moyens financiers pour opérer, à la quête de décisions politiques pour opérer, ces unités spéciales et ces forces de sécurité équipées et formées ont commencé par avoir une certaine cohabitation et une certaine, disons, proximité avec le pouvoir politique. Des fois, ils exigent, ils demandent des choses qu'ils obtiennent ou qu'ils n'obtiennent pas. Ça crée des frustrations. Bref, ça a créé comme un peloton, comme une facilitation, comme un rapprochement entre le pouvoir politique et le pouvoir sécuritaire. Et dans un contexte où ils se rendent compte que les décisions politiques ne sont plus celles qu'elles doivent être pour leur permettre de sécuriser leur vie, de sécuriser les détails, de sécuriser leurs frais d'âme, ça commence par être problématique. Au Mali, c'était des unités spéciales. En Guinée, des unités spéciales. Donc, des structures très bien formées et bien armées. Le risque peut venir de là si ils se rendent compte que les contextes se présentent et leur permettent de mettre en œuvre leur stratégie pour faire des coups. Il y a un risque du fait que cette collaboration pour les questions de sécurité est en train de ramener beaucoup plus de proximité. Donc, ils sont au courant, les forces, elles sont au courant de comment le pays se gère, de quelles sont les difficultés, et ça peut leur donner des envies de mettre fin pour améliorer ce qu'ils pensent en train d'aller de travers. Et comme d'habitude, des condamnations, dans ces cas, fusent des organisations sous-régionales et internationales, M. Ossou, avec des exigences de retour de pouvoir aux civils. Pensez-vous que ce soit la bonne méthode pour refermer ces parenthèses militaires ouvertes dans les pays concernés? Je pense que c'est l'une des méthodes les plus sûres. La communauté internationale ou régionale ne peut pas faire autrement parce que on a tous dit, et les protocoles de la CEDEAO en sont témoins, que nous n'accepterons plus jamais des prises de pouvoir par les putschs et les coups d'État. Et nous avons dit que nous aspirons à la démocratie. Et dans la démocratie, vous devez compétir pour avoir le pouvoir. Et il n'est pas exclu quand vous êtes des forces de sécurité, il n'est pas exclu que vous puissiez compétir. Il y a juste des règles, il y a juste des préalables que vous devez, disons, respecter en quittant les forces, en laissant les armes, avant de pouvoir compétir. Le Niger, des anciens, des forces de sécurité ont compétit au Niger. Et donc, dès qu'on a arrêté tout ça, s'il arrive que quelqu'un met un frein, disons, à un ordre constitutionnel, la communauté régionale, la communauté ne peut que condamner le coup, parce que nous avons dit ensemble qu'on n'en voudrait plus, mais après trouver rapidement les moyens de raccourcir la période de transition qui doit s'opérer. Et au-delà de la période, trouver les moyens aussi d'accompagner. C'est ce qui se fait. Aujourd'hui, déjà, la communauté régionale se déploie sur le terrain en Guinée pour aller rencontrer les acteurs et fisser, même si les acteurs déjà, dans leur projet de charte, pensent à 2 ans de transition parce qu'ils savent qu'ils ne peuvent pas garder comme ça indéfiniment le pouvoir. Ça va être catastrophique pour le pays, surtout que quand on a les armes, on se croit aussi un peu entre griffes tout permis et c'est un risque pour les citoyens, les droits humains, la diplomatie dans le pays, les relations intérieures, les relations avec l'extérieur. Disons bref, l'image de ce pays-là. C'est pourquoi c'est une option et l'option la plus sûre de mon point de vue. Et de la crédibilité de cette option quand on sait que lorsque des problèmes survenaient et que ces régimes qui veulent revenir, que ce soit 3e mandat ou 2e mandat, répriment les populations
parfois dans le sang, arrête des opposants. Et pendant ce temps, la communauté internationale se contente de notes, de circulaires qu'on envoie sans rien faire, en quelque sorte de concret. Et on leur fait le procès. On fait le procès à cette communauté-là d'avoir été inactive en amont et de vouloir régler un problème qui couvait. Maintenant, en aval. Bon, c'est une manière de voir cela et je pense que ceux qui voient ça ainsi ont totalement raison, ont beaucoup d'éléments qui peuvent leur donner raison. Mais il faut aussi comprendre quelque chose. Parce que des fois, il m'arrive de plaindre les spécialistes qui sont qui travaillent au sein de ces institutions et de ces organisations régionales ou internationales. Pour dire quoi? Pour dire que il y a un élément fondamental qui empêche les uns et les autres et qui les empêche d'aller au-delà de ce qu'ils sont en train de faire, de ce qu'ils font quand des situations du genre interviennent. C'est la souveraineté des États. Que les États et ceux qui sont au pouvoir leur opposent en son temps. Quand le monsieur est en train d'utiliser les voies prévues légalement pour opérer, est en train de déployer la force pour dire qu'on est en train de vouloir déstabiliser son pouvoir. Bref, même pour aller dans le pays et aller voir qu'est-ce qui se passe, la communauté régionale ou internationale a besoin d'avoir l'approbation de ceux qui sont au pouvoir avant de s'y rendre. Et il ne faut pas oublier, prenons le cas de la Guinée, l'Union africaine a dû partir du pays pour dire qu'elle ne veut pas cautionner une telle élection. La CEDEAO a dû suivre l'Union européenne dans le cadre de l'élection en Guinée, il ne faut pas l'oublier. Il a fallu ça pour qu'un report intervienne la veille du scrutin, la veille, disons, des élections législatives et référendaires, disons, dans le temps. Bref, pour dire, la communauté régionale et internationale utilise les moyens disponibles pour pouvoir agir. Et ces moyens sont limites face, disons, à la souveraineté que peuvent brandir les États. Il faut regarder au fond et analyser au fond la question pour voir comment donner peut-être plus de moyens sans que cela ne soit aussi d'autres, disons, ouvertures pour trop d'interventions intempestives dans le fonctionnement des États. Mais il y a quelque chose à voir. Tant qu'on ne va pas changer le système et tel qu'il fonctionne, on ne peut pas condamner la communauté régionale sur tous les points. Elle fait ce qu'elle peut. Peut-être de l'intérieur, on peut condamner les acteurs qui doivent aussi de temps en temps faire davantage qu'il faut, faire plus qu'il le faut, plus qu'ils sont en train de faire actuellement pour lever le lièvre à l'intérieur et permettre à ce que de l'extérieur, il y ait des appuis. Julien Oussou, vous êtes coordonnateur régional du réseau ouest africain pour l'édification de la paix, WANEP. Vous êtes expert des questions d'élection de paix et de sécurité. Merci d'avoir répondu à nos questions. C'est moi qui vous remercie. Mesdames, Messieurs, c'est tout pour cet entretien du jour. Merci de nous avoir suivis.